Ah ben oui, c'est des questions. Si, oui, c'est des questions. Les étudiants, c'est un peu le but. C'est des questions. Voilà, je vous propose d'ouvrir cette conférence. Bienvenue à vous, bienvenue aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, aux architectes qui nous ont rejoints, aussi aux collègues de la ville de Grenoble et de la métro. C'est un grand plaisir pour l'école de Grenoble, l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, de recevoir Jacques Ferrier. Ça fait 2 ans qu'on essaie de le faire venir. On avait un projet de conférence inaugurale avec lui, et puis les agendas aussi bien de l'école que celui de Jacques Ferrier sont extrêmement tendus. Donc c'est qu'aujourd'hui qu'on a le plaisir de recevoir. Entre-temps, il est plus présent sur Grenoble à travers des projets dont il nous parlera. Je ne vais pas le présenter et saluer au passage le brillant travail que fait Brigitte Champsavoir, qui fait toujours, depuis sa fonction de responsable de la communication et de la diffusion de la culture architecturale, qui fait toujours des fiches très détaillées. Je rappellerai seulement que c'est quand même pour nous, l'école de Grenoble, un grand architecte doté d'une culture scientifique importante et qui est également professeur des écoles d'architecture, même s'il a choisi ces derniers temps de consacrer une grande part de son temps à son activité professionnelle et aux innovations qu'il conduit et dont il nous parlera. Je ne le présenterai pas comme un architecte ingénieur. Depuis l'inauguration de la Cité d'architecture et du patrimoine à Paris en septembre 2007, il est très à la mode depuis un grand discours du haut représentant de la République de dire qu'une des solutions, c'est de développer les cursus architecte-ingénieur. Alors, quand on le présente comme ça, on oppose d'ailleurs ça à des profils d'architectes philosophes ou d'architectes poètes, mais ça devient très très à la mode. Je pense qu'il est tout à fait important de réaffirmer, et peut-être le fera-t-il lui-même, cette grande dimension, cette dimension centrale que d'être architecte. C'est bien qu'on le reçoive à l'école de Grenoble parce qu'ici, on a une tradition et c'est moins de développer des doubles cursus architecte-ingénieur, bien qu'on y soit ouvert, que de défendre l'idée de la culture constructive. Vous savez à quel point ça a joué dans la création des grands ateliers à l'île d'Abo. Vous savez également que le projet des grands ateliers prend un nouvel essor et que d'ailleurs c'est Patrice Dehaat, professeur à l'école de Grenoble, qui en est l'actuel président. Voilà, je relis mes notes, excusez-moi. L'avenir pour les architectes quand même passe par sans doute le rehaussement de leur culture scientifique et technique. C'est là véritablement un enjeu et il n'y a sans doute pas de développement soutenable sans que les architectes fassent un grand pas en avant du côté de cette culture tout à fait particulière qui est en plein essor et qui est la culture technique et scientifique. Voilà, je lui laisse la parole maintenant en lui redisant à quel point nous lui souhaitons bienvenue et je vous remercie de l'applaudir pour l'accueillir. Merci. Merci, Vincent. Bien, bonsoir, merci. Je précise que la première conférence qui avait été annulée, c'était aussi pour une raison de grève, mais je vous remercie d'être... On n'entend pas. Ah. Là, c'est mieux. Sinon, je prends le micro. Non, c'est mieux, là? Voilà. Bon. En tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux, bien que les dates avaient été repoussées. Donc, si on peut éteindre... baisser un tout petit peu la lumière, voilà. Bon, donc je vais peut-être alors parler un peu finalement, l'introduction là me pousse à commencer à parler un peu de technique, si j'ai bien compris. En tout cas, de relation entre architecture et technique. Et si finalement, j'ai le titre de la conférence, je crois, Innovation durable, c'était peut-être aussi pour parler sur fond de ce bâtiment qui est la Cité de la Voile, qui est le musée de la Voile à Lorient, la Cité de la Voile Tabarly, qui va être inaugurée au mois de mai à Lorient. Parler un peu, donner un petit point de vue sur un sujet dont on parle beaucoup, qui est le sujet de développement durable. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il n'y a pas d'architecture durable, ou il n'y a pas d'architecture environnementale. Je crois que ce sont des mots qu'il ne faut pas associer comme ça, parce que tout mot
associée au mot architecture la diminue. Et l'idée d'une architecture durable, ça serait un peu de dire que c'est une sorte de genre ou de sous-famille comme ça, qui serait un genre à part, ce qui est évidemment pas le cas. Je crois qu'il y a de la bonne architecture, il y a de la moins bonne architecture, mais les critères de l'architecture restent propres à l'ambition qu'on se fixe dans le cadre de l'architecture elle-même. Et alors, je parlerai plutôt d'architecture pour une société durable. Et c'est là où on retrouve la technique, parce qu'en fait, comme vous le savez, il y a toujours eu un rapport très fort entre architecture, technique et société. C'est-à-dire qu'on peut voir le rapport entre architecture et technique comme fixé par l'idéologie du moment de la société. Donc si on pense à la Renaissance, à Brunelleschi, eh bien voilà, Brunelleschi, il invente en quelque sorte une façon utilise une façon de construire avec le dôme pour illustrer la puissance du prince ou de la cité. Si on songe au XIXe siècle, les architectes et les ingénieurs, pour le coup, réunis, utilisent les nouvelles techniques, c'est-à-dire la fonte, puis l'acier, puis le béton armé, pour exprimer avec des grandes halles, avec des grandes constructions, avec des grands ponts, avec toutes les grandes gares, les halls d'exposition, etc., pour exprimer la puissance de la société capitaliste, du monde industriel, etc. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et on pourrait trouver d'autres exemples évidemment au XXe siècle, avec l'industrialisation du bâtiment, etc., etc. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement qu'au moment où la technique allait être tellement versatile, tellement omnipotente, où on pouvait un peu faire tout et n'importe quoi, qu'on peut avoir des panneaux de métal qui imitent le béton, on peut avoir des structures en acier, ou des structures en béton qui sont presque aussi fines que de l'acier, etc. C'est-à-dire, au moment, et on voit certains projets avec lesquels je suis pas très d'accord actuellement dans le monde, de projets qui sont extrêmement spectaculaires sur le point de vue technique, mais la contrepartie, c'est qu'ils soient extrêmement consommateurs. Eh bien, au moment où justement cette technique permet de tout faire, et que l'idée de vérité constructive n'a absolument plus aucun sens, et c'est clair, il y a un nouveau critère qui apparaît, en tout cas moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau critère qui apparaît, c'est cette idée de l'environnement, qui va à mon avis durer quelque temps, qui est un vrai sujet, il suffit de lire son journal tous les matins, qui ne concerne pas que le bâtiment évidemment, et c'est au travers de cette nouvelle idéologie de la société que vont se réorganiser les rapports entre architecture et technique. Mais dans ce rapport-là, l'architecte, l'auteur d'architecture, garde toute son autonomie, toute sa liberté et toute sa diversité d'écriture. Donc là, par exemple, sur ce projet, en fait, c'est l'installation, c'est d'abord une sorte de rénovation urbaine, puisque dans ce projet, je sais pas s'il y a un pointeur ou sinon il y a peut-être une petite flèche. Non, oui, voilà. Bon, ça c'est la base des sous-marins de l'Orient, qui était une des bases principales des sous-marins allemands, une des 3 ou 4 bases qu'il y avait sur l'Atlantique. Et cette base est en train d'être reconvertie en pôle de la voile et rouverte à la ville. Et donc, tous les bunkers là qui sont indestructibles sont reconvertis en industrie liée à la voile, catamaran, accastillage, mât, etc. Ici, il y a des pontons où se préparent des bateaux type Hélène MacArthur, etc. qui se préparent là. Et ici, il y a maintenant donc le sorte d'un peu de locomotive de cette reconversion, qui est donc ce bâtiment, qui est la Cité de la Voile, qui va être un musée. La programmation a été faite par la Cité des Sciences à la Villette, c'est-à-dire un musée interprétatif comme ça sur la voile. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire là? En fait, déjà, on a voulu, avec un bâtiment qui n'était pas si grand par rapport au contexte de ces grandes halles en béton, on a voulu affirmer la présence de ce bâtiment comme signal du renouveau du site. Donc, les bâtiments autour sont lourds, on a voulu avoir l'air léger, ils sont très telluriques, posés au sol, on est décollé du sol, ils sont gris et terne, et on a une coque brillante avec une couleur, ça c'est difficile à voir sur les photos, avec une peinture irisée qui change de couleur selon le ciel. Donc en Bretagne ça marche particulièrement bien, c'est-à-dire que ça passe au bleu, au gris,
en passant par des teintes violettes. Et puis l'idée qui m'intéresse et qui est bien dans la continuité, mais enfin c'est un autre sujet, dans la continuité du travail de l'agence, parce que j'ai toujours admiré les bâtiments sans architecte, les constructions techniques, etc. Donc le paysage autour est très fort, vous le devinez là. L'idée c'était de dire que le bâtiment existe dans ce site. Les bâtiments comme celui-ci, il y a 4 à 5 mètres d'épaisseur de béton, ça a des formes très puissantes, et c'était d'arriver à trouver une identité et une existence pour ce bâtiment dans ce site. Alors le bâtiment est conçu très simplement, c'est-à-dire qu'on a un rez-de-chaussée qui est largement ouvert au public, un peu comme un magasin, où l'idée c'est qu'on pousse la porte sans aucune appréhension, on trouve les boutiques, un restaurant, des expositions temporaires, des événements, et ensuite la partie exposition payante proprement dite qui est au-dessus et qui est traitée un peu comme un loft industriel, comme un shed qu'on a déformé pour différentes raisons, parce qu'il se passe selon les endroits des choses un tout petit peu différentes, mais en fait c'est vu comme un espace de type shed. Là voilà, on voit une vue à l'arrière de ce bâtiment côté bunker. Et là on voit donc, j'en reviens à mon introduction, on voit comment on a fait de cette idée de travailler dans le cadre d'une société qui aujourd'hui donne beaucoup de prix, et à juste titre, sur des questions d'énergie et d'environnement, comment on en a fait non pas quelque chose qui s'ajoutait au bâtiment, mais qui devenait la matière même de l'architecture, architecture qui elle-même était dictée aussi, comme je le dis, par le site. Alors ça, c'est la façade sud. Aujourd'hui, les musées, surtout les musées comme celui-ci, où il y aura beaucoup d'hologrammes, d'électronique, etc., ce que demandent les scénographes, c'est ce qu'ils appellent une black box, quoi, une boîte entièrement fermée, pour qu'on voit bien toutes les animations, toutes les images. Évidemment, en tant qu'architecte, on est dépositaire d'une durée de vie plus longue que la scénographie, et donc ça me paraissait complètement impossible de faire une boîte fermée alors qu'on ouvre sur un bras de mer, et donc la façade sud est ouverte, il fallait filtrer la lumière, donc deux choses, une chose très simple, c'est la loggia, c'est-à-dire que cette baie vitrée est mise en profondeur, et l'autre chose, c'est ce brise-soleil qui est fait avec des panneaux photovoltaïques, donc c'est-à-dire qu'ils servent à deux choses, à la fois à produire de l'électricité et à filtrer la lumière. Alors on a modifié ces panneaux uniquement sur une chose, c'est-à-dire que la couche de support intérieur, au lieu d'être opaque, est transparente, ce qui fait que ça donne, là aussi il faut l'imaginer parce que ça se voit pas bien sur les photos, ça donne des ombres bleutées, et ça fonctionne à la fois comme un brise-soleil, mais finalement aussi comme un vitrail, qui va être indissociable de l'atmosphère qu'il y aura dans cette loggia, et même vu de l'intérieur du musée proprement dit, qui est conçu, comme vous le voyez, comme une sorte à l'intérieur, une sorte d'hommage à ces chapelles qu'on trouve notamment en Bretagne, où les charpentiers de marine concevaient les toitures comme des coques de vaisseaux inversées. Donc là, c'est vraiment une interprétation très simple de ça, mais il y a une évocation de ça. Et quand on sera à l'intérieur du musée, on voit ces panneaux photovoltaïques, et très important, très important, c'est le côté didactique. Et sur les bâtiments privés ou les bâtiments de bureaux que l'on fait, on va pousser à avoir ça. C'est-à-dire que il y a aussi cette idée pédagogique de dire que nul n'entre dans le bâtiment sans se rendre compte que ce bâtiment a des hautes performances dans cette idée de technologie durable. Au passage, ici, là par contre, vous voyez la transparence, on voit bien la transparence des panneaux. Alors pourquoi ça? Parce que sur les panneaux photovoltaïques, en fait, ça ne produit pas énormément, mais c'est absolument nécessaire, parce on a un point de vue d'architecte, donc c'est absolument nécessaire parce que c'est très beau, et que c'est un signe visible que ce bâtiment a quelque chose de spécial là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui produit ici dans ce bâtiment, c'est ce qui se passe sous le ponton. Donc là, on a construit cette tour que vous voyez là, sur lequel s'ancre cette passerelle, et sous cette passerelle, vous voyez plein de tuyaux, et en fait, ces tuyaux connectent une pompe à chaleur sur eau de mer, qui est sous le ponton,
et qui est vraiment, c'est ça qui va être la clé de la super performance de ce bâtiment. Parce que tout le chaud et le froid du bâtiment va être fourni gratuit par cette pompe à chaleur sur eau de mer, mais ça c'est assez technique, c'est abstrait, c'est par définition invisible. Et donc, dans ce travail d'architecture, j'assume complètement, je dirais, le côté un peu marketing. C'est-à-dire, j'ai un slogan de dire il faut rendre le développement durable désirable. C'est-à-dire que les panneaux solaires sont là, ils doivent faire à peu près 10 à 15% de l'électricité du bâtiment, mais ils sont là aussi comme une sorte d'affiche et de vitrine de dire ce bâtiment a des hautes performances. Et après, on s'intéresse à ce qui se passe, on s'aperçoit qu'on a un plancher réversible, on a une récupération de chaleur sur l'air extrait, etc., qui sont moins spectaculaires, comme je le disais, mais tout aussi efficaces. Alors en fait, ça c'est une innovation, on avait pris le risque au niveau du... Ça, c'était pas demandé. Cet objet n'était pas demandé, on l'a fait du coup, comme on construit très simplement, ça se voit, on a pu intégrer dans le coût du projet cette tour qui a ouvert aux scénographes d'autres possibilités d'utilisation, parce qu'en fait, les bateaux qui seront ancrés sur le ponton, du coup, vont faire partie du parcours du musée. Et on est en train d'installer 2 éoliennes sur le toit de cette tour. Elles ne sont pas sur les photos. Donc, ce bâtiment, et ça fait assez écho aussi à Tabarly qui donne son nom à ce bâtiment et au monde de la voile. Donc, ce bâtiment va utiliser l'énergie éolienne, le panneau photovoltaïque pour le soleil et donc l'eau de mer. Alors, quelques vues à l'intérieur du bâtiment. Autre innovation qu'on a proposée par rapport au programme, c'est-à-dire qu'on nous demandait d'avoir un hangar pour réparer les penduics, c'est ce que vous venez de voir, et nous on a intégré le hangar dans le musée. Et là c'est l'espace de connexion, vous voyez, vous avez les 3 parties du musée, la partie en libre accès au rez-de-chaussée, la partie industrielle de maintenance des bateaux, qui, à gauche, la salle que vous avez aperçue tout à l'heure, qui fait partie du coup maintenant de l'espace d'exposition, et l'espace d'exposition proprement dit. Là, un petit, c'est pas un flashback, mais ça pourrait être un flashback, c'est pas un bâtiment si ancien, c'est un bâtiment qu'on a livré, je pense, il y a 3 ou 4 ans, mais disons c'est un bâtiment industriel. Alors je dis c'est un flashback parce que les débuts de l'agence ont été marqués. On n'a pas fait que ça, mais on a eu finalement la chance de travailler dès le départ sur un bâtiment industriel, et c'est là où j'ai pu acquérir quelques convictions sur l'économie, mais pas l'économie forcément au sens, pour que ça soit lié, pas forcément au sens financier, mais l'économie esthétique. L'idée, par exemple, que quand vous regardez les bâtiments industriels faits sans architecte, c'est, par exemple, on prend un bardage en tôle ondulée. Si vous regardez des grandes cimenteries ou des grandes usines comme ça, et le hangar, la cabane de gardien, absolument tout va être traité avec le même matériau, ce qui me donne une grande présence, une grande force, et je trouve quelque part aussi une grande puissance, une grande aussi pérennité esthétique à ces bâtiments. Alors que parfois, des bâtiments d'architecture, au bout de, on en connaît tous, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, on les trouve, il y a des signes, des codes architecturaux qui étaient à la mode à un moment donné, qui le sont plus, et le bâtiment, il perd ce rapport au paysage, il perd ce rapport à la réalité, comme ça, et il perd de sa puissance, alors que des bâtiments anonymes la gardent. Alors c'est impossible de faire comme si on n'était pas architecte, c'est-à-dire que avec vos 5 ou 6 ans d'études, vous pouvez pas, c'est comme si un peintre voulait refaire des dessins d'enfants, parce que parfois les bâtiments industriels comme ça qui sont faits, c'est des bâtiments qui sont parfois même pas dessinés, quoi, qui sont faits, si vous regardez comment travaillent les grandes ingénieries industrielles, parfois elles représentent pas les bâtiments comme vous, on vous apprend à les représenter avec des façades, etc. Ils les représentent du point de vue du tuyau, etc. Et puis le bâtiment prend forme comme ça. Donc vous pouvez pas ne pas faire comme si vous n'aviez pas fait ces études d'architecture qui, quelque part, vous donnent une grande maîtrise du bâtiment, mais quelque part, vous limite. Et donc, c'est intéressant d'aller à la marge. Alors, c'est vrai que quand on travaille sur des bâtiments industriels, ne serait-ce que par l'échelle et par généralement la frugalité des moyens dont on dispose, ça vous conduit comme ça d'aller un tout petit peu à la marge, tout en restant architecte. Par exemple, ici, vous voyez ces grandes masses, vous devinez ces grandes masses d'acier galvanisé, c'est pour une usine
pour une usine Air France. Et j'aime bien la brutalité, un peu la radicalité des solutions que l'on est amené à prendre sur ce type de projet et qui ensuite sont recyclés dans des projets avec des programmes plus sophistiqués. En fait, ce bâtiment, c'est un grand carré de 200 mètres par 200 mètres, c'est 40 000 mètres carrés, 40 000 mètres carrés, c'est 4 hectares de bâtiment, très simplement organisé. Et le travail, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mis à part la partie que vous avez vue qui est la partie purement technique, mais la partie des laboratoires et des ateliers, en fait ce sont des laboratoires et des ateliers où on répare les pièces détachées d'avion, le travail se résume à ça en fait. Le travail se résume à cette espèce de banc en béton comme ça, qui donne l'impression que cet immense bâtiment est un peu décollé du sol, et cette vitre périphérique qui fait que tout le monde, sur 4 fois 200 mètres, il y a zéro variation, tout le monde a ce rapport, un rapport avec la vue sur l'extérieur. Alors ça, je dirais, c'est pas facile à faire, au sens, c'est pas facile à faire passer, parce que ça, c'est ce qu'on apprend aussi, c'est ce que vous verrez au contact de la réalité, c'est-à-dire que vous arrivez avec cette idée de fenêtre périphérique, vous vous dites que vous allez être accueilli par des vivas et des remerciements des utilisateurs en disant mais c'est bien, l'architecte il nous donne du jour, de la lumière, etc. En fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe, parce que chaque chef d'atelier, etc. dit moi j'en veux pas, parce que moi je veux mettre des armoires, moi je veux pas de jour, etc. Donc en fait il y a des milliers de raisons qui font qu'à un moment donné vous êtes obligé d'imposer ça. Après les gens sont contents une fois qu'ils l'ont, mais c'est très dur au moment du projet d'arriver à imposer ça. C'est un peu comme d'une certaine façon, c'est un peu comme la grande vitre la grande baie vitrée de Tabarly par rapport au scénographe, c'est-à-dire qu'on sent bien là que même sur des choses toutes simples, sur des bâtiments très réduits, très minimalistes comme un bâtiment industriel, on sent bien que on est, comme je le disais tout à l'heure, on est dépositaire d'une sorte d'ordre de l'architecture qui dépasse les épisodes du moment, parce que peut-être que l'atelier qui à un moment donné m'a dit non, je veux pas de vide pour mettre des armoires, peut-être cet atelier aujourd'hui il n'a plus d'armoires ou il est ailleurs, etc. Et tout le monde est content d'avoir cette lumière et ce rapport à l'extérieur. Voilà d'autres parties de ce bâtiment, ces ambiances intérieures d'usine, où on se contente de régler les éclairages, de régler des hauteurs de poutres, etc. Et voici le plan. Et juste une dernière idée, donc ça c'est le plan, voilà, c'est ça qui fait... ici vous avez les bureaux, ici vous avez les blocs techniques qui étaient en acier galvanisé, tout ça ce sont des patios pour éclairer ce bâtiment en profondeur, et je voulais qu'il y ait une continuité complète entre bureaux, partie... En fait c'est une sorte de gradation qui part des bureaux, partie atelier, jusqu'à la partie la plus technique. Ça c'était par rapport à la philosophie de ce que c'est que travailler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a refusé absolument de faire un bâtiment de bureau et un bâtiment industriel. Mais je voulais vous dire un dernier mot sur ce projet, c'est sur ce que vous voyez là, c'est-à-dire comment se repérer dans un bâtiment de 4 hectares. Donc il y a un système de cardo d'écumanus, enfin le plan est un peu plus complexe que ça, mais vous le devinez, il y a un système comme ça de quadrillage, mais en fait un système de quadrillage à cette échelle, on s'y perd aussi. Et donc on a proposé d'avoir une boucle, et là, on a dans son expression la plus réduite, parce que c'est un bâtiment industriel, ce qu'on essaye de faire là aussi dans nos autres projets, notamment dans les espaces tertiaires, dans les espaces de travail, c'est-à-dire de dire qu'on doit prévoir, on doit formaliser les espaces de la vie collective. Et les espaces de la vie collective, vous n'avez pas de mètres carrés vraiment disponibles qu'on vous donne comme ça dans le programme, donc il faut les fabriquer avec, ici, la circulation des gens, des espaces d'affichage syndicaux, des espaces de détente, les machines à café, enfin, tout ce qui n'est pas de l'espace de production pur est rassemblé autour de cet anneau, connecté bien sûr avec les patios. Vous voyez que les petits événements sur cet anneau sont connectés avec les patios. Et pour avoir vraiment de l'espace, on a même, là aussi ça n'a pas été facile et finalement ça marche très bien, on a même utilisé le nécessaire circuit des Fenwick, des petits chariots, là, vous voyez, qui sont sur la cour de service nord et sud, ce qui nous a permis de donner, puisque là il y avait de la surface, là l'industriel disait, ah ben oui, moi j'ai besoin que mes Fenwick circulent. Bon, on a dit, mais comme les Fenwick, il faut qu'il y ait de la place, bon, on va faire aussi circuler les gens et mettre les machines à café avec les Fenwick, etc. Et donc on a rassemblé tous ces mètres carrés là pour faire
cet espace que vous voyez là, avec l'espace pour les Fun Week, la circulation piéton et des poches comme ça. Et alors, ça sert, c'est un élément signalétique qui se voit qui se voit de partout dans l'usine, qui traverse les bureaux. Alors, quand ça traverse les bureaux, vous l'avez vu là, on le voit au fond de cette galerie, ça passe au fond, ça traverse les espaces très techniques. Les gens circulent même à vélo, et c'est fabriqué, en fait, et ça donne en relation avec les patios. Voilà. Là, on voit un des patios, on a 7 ou 8 patios comme ça, et on voit ce point d'affichage ou de détente, vous avez vu, ici. Et en fait, c'est avec des rideaux de porte industrielle, qui sont faits avec des petites billes de plastique, il suffit de mettre du colorant, et vous avez la couleur que vous voulez. Et donc, il y a cet effet comme ça de lisibilité, de repère, et de vraiment surligner ce qui est l'espace collectif du bâtiment. Là, c'est un des projets les plus importants sur lequel nous travaillons actuellement, qui est le palais de justice de Rouen, le palais de justice de Normandie à Rouen, qui va être donc le premier palais de justice certifié haute qualité environnementale, où on a uni, en fait, un palais de justice aujourd'hui, c'est 50% de monumentalité, de salle d'audience, et 50% de bureaux. Et donc, on a uni les deux thèmes du programme sous une même carapace de métal, sous une sorte de coque de métal, avec une idée toujours un peu finalement de hangar, mais une idée de hangar ici, de halle, en tout cas, de halle, qui devient tellement simple et qui se simplifie tellement qu'elle a une espèce de monumentalité dans laquelle sont glissées les salles d'audience, et ensuite, sous une mantille de métal perforée, tous les bureaux, avec ce travail sur une résille perforée qui réunit deux pavillons de bureaux, comme ça, qui sont connectés sur le palais de justice et qui permettent de régler les questions d'intimité visuelle pour les juges d'instruction, etc., de lumière naturelle, de protection solaire, et qui donne à tous les bureaux un petit balcon, un balcon en caillebotis, mais ce balcon a l'immense avantage, ça veut dire que quand vous ouvrez votre fenêtre, vous ne tombez pas, donc au lieu d'avoir des fenêtres, vous avez des portes-fenêtres. Ce qui, même si vous ne l'utilisez pas tous les jours, agrandit l'impression du bureau. Les bureaux sont aujourd'hui, parce qu'en fait ça c'est des bureaux qui sont très standards, les bureaux sont toujours très étroits, très petits, et donc cette idée d'avoir une porte-fenêtre, une baie vitrée qui descend jusqu'au sol, ça, dans tous les cas, ça grandit. Alors vous voyez que pour faire passer cette double façade dans un bâtiment public aujourd'hui, vous voyez sur cette image qu'il y a une sorte de stratégie industrielle, puisque c'est des caillebotis, c'est des caillebotis, enfin, c'est une technologie de construction qu'on retrouve dans des bâtiments industriels, qu'on a pu faire passer parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et puis vous verrez, parce que j'ai essayé de trouver quelques continuités dans cette présentation de ce soir, vous verrez que cette technique, on est en train de la tester en vraie grandeur, un peu, pas tout à fait comme ça, mais en vraie grandeur, ici à Grenoble, parce que les bâtiments publics allant au train où ils vont, entre-temps, un projet qui est arrivé après va être construit avant celui-ci. Et ça, c'est la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, où vous avez donc ces salles d'audience, il y en a 7 ou 8, avec 4 patios. Et l'idée, c'est de dire que le palais de justice, en fait, j'ai appris en travaillant sur ce projet que 90% des gens qui viennent dans un palais de justice ne sont pas des accusés ou des prévenus. En fait, c'est des gens qui demandent de l'aide ou qui demandent c'est des gens qui entrent et qui sortent comme ça, ou souvent qui sont plutôt d'ailleurs dans la détresse. Et donc on a eu cette idée d'une salle des pas perdus, qui tout en ayant la solennité quelque part qu'on attend d'une institution de la République, soit vraiment un espace ouvert et rassurant, mais en même temps ça permet de faire un bâtiment qui n'est pas climatisé, parce que ce sont ces patios qui vont permettre de faire la ventilation naturelle de cette grande circulation. Et en fait, on a une circulation centrale ouverte au public. Il faut que vous imaginiez que ces patios, évidemment, sont fermés, ils ne peuvent pas ouvrir sur l'extérieur.
Et ce sont 2 circulations latérales, moi je n'ai pas amené de plan, mais enfin vous imaginez sans peine, qui sont réservées aux magistrats, aux avocats, etc., qui les ferment. Et donc chaque patio a 2 accès possibles, côté public ou côté privé, avocat, magistrat. C'est cette idée de redondance qui est extrêmement importante dans les plans, je trouve, de bâtiments, c'est de laisser des multiples scénarios possibles. C'est-à-dire que l'utilisateur, ça c'est pas moi qui vais le décider, peut décider que ces patios seront interdits à tout le monde, ils seront juste d'ornement, de lumière naturelle pour la ventilation. Il peut décider que tel ou tel patio est accessible au public ou pas, ou que tel ou tel patio est accessible uniquement aux magistrats ou pas. Donc il y a cette idée comme ça de plan qui se boucle et qui permet que des dispositifs comme celui-ci restent ouverts. C'est le gage qu'il soit vraiment réaliste et qu'il soit utilisé. Et j'ai mis ces 2 photos en vis-à-vis pour essayer de vous dire et de vous convaincre qu'à l'agence, que ça soit le palais de justice à gauche ou que ça soit l'usine à droite, vous voyez que quelque part c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on pense que dans un palais de la République, on n'a ni plus ni moins que ce qu'on a essayé de donner dans une usine Air France, sachant que le coût de l'image de droite doit être 1/3, le bâtiment de droite doit être 1/3 au mètre carré le coût du bâtiment de gauche. Mais je crois que ça aussi c'est la chance qu'on a dans l'architecture, c'est de pouvoir faire que les idées, à un moment donné, traversent toutes ces contraintes, passent au travers de toutes ces contraintes, par exemple de coût. Et donc voilà, l'usine Air France et le palais de justice, quelque part, ressortent de la même philosophie sur cette idée des espaces collectifs. Donc là, je vais montrer maintenant 2 bâtiments en cours d'étude sur cette idée de résie, sur lequel on travaille pas mal, notamment pour des raisons climatiques, parce que je suis très attaché à la lumière, aux bâtiments transparents, et si on veut justement s'inscrire dans ce que je disais au début, dans cette idée d'architecture aujourd'hui pour une société durable, et que je veux garder mon autonomie, comme je le disais, d'auteur d'architecture, il faut trouver des stratégies pour garder, par exemple, cette idée de bâtiments transparents, de bâtiments légers, et en même temps se protéger de la chaleur ou de l'éblouissement. Et donc là, on a un petit bâtiment, un pavillon comme ça à Reims, qui est le siège des champagnes Charles Heidsieck et Piper, et c'est un bâtiment de 2000 mètres carrés. Et on a conçu ce bâtiment, il est devant l'unité de production des champagnes, qui sont ces bâtiments gris. On a conçu ce bâtiment dans une sorte d'idée de vigne que l'agence Terre, de paysagiste Terre, qui travaille avec nous sur ce sujet, est en train d'imaginer, comme un pavillon, mais un pavillon qui va à la fois véhiculer cette image de siège social, mais en même temps ne pas être complètement décalage de l'unité de production. Alors sur le plan, là vous le devinez, en fait le bâtiment de bureau est divisé en 3, en 4 en fait, de façon à ce qu'il y ait 3 jardins, même dans ce petit bâtiment qui se glisse, en plus des transparences, on a 3 micro-jardins comme ça qui se glissent dans le bâtiment. Ça c'était une volonté aussi du client qui nous a bien suivis sur ce sujet-là, de faire que qu'on est dans ce bâtiment, on n'est pas parce que ça c'est toute l'histoire de ce siège, parce que ce siège était dans Reims, dans un bâtiment très ancien, très prestigieux, mais aujourd'hui les clients, notamment il se trouve que Charles et Piper Heidsieck ils vendent 90% à l'étranger, les clients américains ou japonais, ils veulent pas être reçus dans des vieux bâtiments, etc. Ils viennent avec leurs pipettes, leurs trucs chimiques, etc. Ils veulent aller là où ça se passe, goûter là où ça se passe, etc. Donc ça marchait plus ce système de dire on vous épate dans des vieilles boiseries, il faut être sur place. C'est pour ça qu'ils ont déménagé le siège là, mais on voulait qu'il y ait quand même une atmosphère, et cette atmosphère on a choisi qu'elle soit donc très liée à cette idée de nature et de jardin et de transparence. Donc ça c'est le hall qui est vraiment une boîte entièrement vitrée glissée sous cette résine. C'est ce qu'on voit là. Voilà, et ce que je voulais dire, voilà, ça c'est 2 images, moi j'avais pas mieux là, mais j'ai trouvé 2 images que j'avais prises en visitant le site. Ce qu'on voit beaucoup quand on visite une unité de production de champagne, on voit beaucoup de cuves en inox, et on voit beaucoup de casiers. Bon, ça aurait été plus parlant si vous avez montré les casiers avec les bouteilles. Pourquoi les casiers? Parce qu'en fait, ces casiers sont remplis de bouteilles, et tous les jours,
c'est des robots, enfin c'est des machines qui tournent les casiers d'un quart de tour, ce qu'avant on faisait à la main. Donc l'atmosphère du site, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Et on voulait que la façade soit à la fois unique, soit à la fois une signature de ce bâtiment, mais comme je le disais, que en même temps, cette façade ne ridiculise pas l'unité ne marginalise pas l'unité de production et qu'il y ait une certaine unité. Donc on est parti de cette idée de casier, comme ça, et on a imaginé mettre des petits carrés dorés sur cette résille pour évoquer une sorte d'effervescence. Là, on est à l'usine de fabrication du prototype. Aujourd'hui, ça commence à être posé. Le bâtiment sera terminé au mois de juin. Et donc, le bâtiment est glissé sous cette résille avec une densité de ces percements qui s'accroît quand on va vers le ciel. Enfin, une idée très simple comme ça d'effervescence. Vous trouvez toujours cette forme du shed que j'aime beaucoup, qu'on avait sur Tabarly, qui se déforme toujours, parce qu'il y a aussi une évocation de ces bâtiments agricoles, vinicoles. Tout ça un peu comme ça dit dans ce bâtiment. Et là, on en vient au deuxième projet en cours, qui est le projet que nous faisons avec Urbi Park à Grenoble, dans le plan d'urbanisme d'Antoine Félix Faure, qui est la ZAC Bouchaillé-Vialet, que je pense voilà, je pense que tout le monde... bon, ça c'est une vieille photo, je crois, mais tout le monde ici connaît ce site, et on a la responsabilité de faire le premier des 3 bâtiments de bureaux. En fait, il va y avoir 3 bâtiments de bureaux ici. On a la responsabilité, ça c'est l'agence Tomasini qui va faire celui-ci. On a la responsabilité de faire le premier. Et bon, faut pas que je dise trop de bêtises parce que le client est là, mais c'est des bâtiments qui sont comment dire, la marge est faible. La marge est très faible. C'est-à-dire que le bureau aujourd'hui c'est un produit. Mais pas qu'ici, hein. Enfin, dans le monde, le bureau c'est un produit avec des largeurs données, des hauteurs données, des trames, etc. Et pourtant, on voit que il y a des bureaux plus intéressants que d'autres. Et donc, il faut arriver comme ça à faire rencontrer un projet et un produit. Et là, je crois que ça s'est bien passé. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, on a accepté finalement j'allais dire assez librement la sorte de radicalité efficace que vous devinez dans cette façade. La radicalité efficace qui dit que finalement un bâtiment de bureau c'est une sorte d'empilement de plateaux comme ça. Dans le plan d'Antoine Félix Faure, le gabarit de cet empilement de plateaux fait écho au gabarit de la trame urbaine. Donc tout ça se compose bien. Et nous on a réfléchi à comment donner, à toujours travailler sur notre idée de double pot, parce que c'est aussi une stratégie, on est convaincu économique, parce que ça permet de mettre 2 choses simples, l'une au-dessus de l'autre, et à partir de deux choses simples, créer une complexité avec des ombres, des profondeurs et des reflets, comme ça, et donc on a superposé un mur percé porteur très simple, des petites coursives, et des panneaux de métal perforé. En outre, ce bâtiment aura environ 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui sont essentiellement en toiture, mais on souhaitait absolument, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, on souhaitait absolument avoir une visibilité directe. Bon, il se trouve qu'au sud c'est un pignon, mais c'est le premier pignon, même si c'est un pignon qui aura quand même une bonne visibilité. Et donc vous voyez là l'idée très simple de dire que la toiture en quelque sorte déborde un peu comme ça, c'est-à-dire on part du niveau haut de la toiture et on déborde par-dessus le toit, les panneaux passent par-dessus le toit pour descendre sur la façade sud, en lieu et place évidemment sur le même plan, ça c'est très facile puisqu'on a ce système de double pot et d'ossature et de coursive, en lieu et place de ces panneaux de résille. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces panneaux de résille, bon ça c'est le fruit aussi de longues discussions, parce que c'est quand même c'est des choses finalement, mais c'est d'une simplicité, vous le voyez, hein, c'est d'une simplicité biblique, mais comme toutes les choses en architecture, même les choses très simples, elles sont lourdes chaque fois de sens, d'usage, etc. C'est-à-dire que on s'est dit que quand on est dans un bureau, on regarde jamais la vue directement comme ça au travers de la fenêtre.
En fait, si vous imaginez l'aménagement du bureau, on a toujours des vues biaises. Et le panneau protecteur, s'il veut protéger le soleil, il doit être en face de la fenêtre. Donc on a fait le pari de dire que les panneaux étaient partiellement devant la fenêtre et que le trou entre les panneaux de résille était décalé. C'est-à-dire qu'on a à la fois des vues diagonales et une protection optimale de la fenêtre. Une chance aussi, il y a un parking. Chance, le parking, il y a un demi-niveau de parking qui émerge. Ça nous a permis de décoller le bâtiment, qui est une sorte de poncif de l'architecture contemporaine, mais que j'aime bien, surtout avec des bâtiments comme ça, un peu massifs, comme ça en béton, ça donne toujours cette impression de légèreté. Et puis un travail de couleur sur les pignons, c'est-à-dire que les pignons nord, eux, qui n'ont pas de résille, sont traités en couleur pour qualifier aussi comme ça les failles qu'il va y avoir entre chacun des bâtiments. Et à un moment donné, là aussi, on a pu produire des sortes d'espaces en plus. Je dis des espaces en plus. On va pas décider de leur usage parce que ce sont des plateaux en blanc, mais face à la belle vue sur les montagnes, on a comme ça des loggias vitrées qui passent au travers de cette résille et qui indiquent qu'on peut avoir un aménagement un peu spécial du plateau à cet endroit-là. Ça, c'est une maquette d'études à l'agence. On fait beaucoup de maquettes d'études en contrepartie des dessins 3D, donc une maquette d'études à l'agence de cette résille. Et là, on voit un bon moment du projet, c'est-à-dire où on a cumulé le côté absolument nécessaire de faire un prototype grandeur. Vous voyez que c'est très simple, cette histoire de panneau. C'est très simple. On a cumulé cette idée-là et le maître d'ouvrage en a fait un événement. Donc on était content de voir que ce qui était vraiment l'enjeu de l'architecture, cette double peau, était finalement dévoilé un peu comme une espèce festif de signe de démarrage du projet. Et je crois qu'effectivement c'est bien de ça qu'il s'agit sur ce projet. Vous voyez la coursive. En fait, c'est assez proche de ce que vous avez vu pour le dessin du palais de justice de Rouen. Un dernier projet avant de passer à des bâtiments plus hauts. Bon, ça me fait toujours la même chose, en fait. C'est à Toulouse. C'est le Delivery Center d'Airbus. C'est une sorte d'aéroport privé d'où sont délivrés tous les Airbus et notamment le A380. Et là, cette histoire de double pot que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est à Toulouse, évidemment, peut-être encore, autant qu'ici, mais peut-être plus, je sais pas, le problème c'est de refroidir les bâtiments. Et donc, on a glissé, il y a 3 satellites, un bâtiment principal. On a glissé le bâtiment et ses diverses fonctions sous une grande toiture là par contre de produits du commerce, vraiment, de métal perforé du commerce, un petit travail sur la structure, c'est tout, comme vous le voyez. Et là aussi, ça traite plusieurs choses. Là, il va y avoir des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas encore installés au-dessus de cette verrière, mais ça traite plusieurs choses, parce que ça traite donc, ça fait un côté ombrière sur le bâtiment, ça donne une image à la toiture, ce qui est, pour un aéroport, est évidemment important. Alors on avait là aussi la chance que la façade côté piste était au nord, et la façade côté terre, disons, était au sud. Ce qui nous a permis de largement ouvrir au nord, et en fait on a gagné ce concours international en disant que le bâtiment marchait mieux avec l'avion que sans l'avion. Alors évidemment ça intéressait Airbus, c'est-à-dire qu'on a proposé de voir l'avion en cinémascope, c'est-à-dire que quand le client prend livraison de son avion, il peut avoir jusqu'à 500 invités, quand c'est un A380, parce qu'après ils partent tous dans leur avion, et donc ils se mettent, c'est luxe. C'est-à-dire qu'un A380, ça vaut entre 250 et 300 millions d'euros. Et le bâtiment vaut 35 millions d'euros. Donc quand Airbus disait, vous nous faites comme une concession automobile, oui, mais j'ai dit, mais des voitures qui coûtent 10 fois le prix de la concession automobile, peut-être des Ferrari, mais et encore. Donc en fait, ça fonctionne comme une salle des fêtes, ça fonctionne des bureaux pour Airbus et les clients, ça fonctionne comme un centre de presse, mais ça fonctionne aussi comme un aéroport. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la fête se termine, il y a quand même des douaniers et des gendarmes qui apparaissent, un point de contrôle, et on passe parce que même si c'est leur avion, quand ils montent dans leur avion, tout est scanné, etc. Et donc, il y a cette idée de voir l'avion en cinémascope, et par contre, côté sud, vous avez cette ombrelle, comme ça, qui se retourne, voilà, là on la voit très bien, pour faire filtre par rapport au soleil. Ici, il y a des bureaux.
et au passage, on s'en sert pour faire le grand canopy du portique. Et j'ai eu la surprise un soir à la télé de voir la garde républicaine sous ce truc en tôle, qui est quand même assez simple, parce qu'il y avait Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui venaient inaugurer la livraison du premier Airbus. Et donc tout se passait sous cette ombrelle dont la raison au départ était vraiment cette idée comme ça de fabriquer un peu d'ombre au-dessus de ce bâtiment. Donc voilà la façade sud. Voilà le grand auvent d'entrée. Voilà les passerelles de liaison qui sont traitées, c'est cette idée d'insistance, qui sont traitées toujours avec le même métal perforé. C'est assez long, hein, il doit y avoir 400 ou 500 mètres de passerelles comme ça. Et comme le bâtiment, parce que l'Airbus A380 était prévu d'être livré en décembre 2006, donc on a eu une pression d'enfer pour livrer ce bâtiment en décembre 2006. On l'a livré en décembre 2006, mais entre-temps l'avion avait pris un an de retard. Mais ils étaient quand même, ils ont été sympas parce que le jour de la livraison du bâtiment, ils nous ont appelé le numéro 00, là, le A380 qu'on avait vu voler tous pour la première fois. Ils m'ont fait monter dans la cabine de pilotage pour que je voie le bâtiment depuis la cabine et qu'on voit surtout. C'est un autre sujet dont je parle pas aujourd'hui, mais un autre sujet qui est intéressant, c'est de confronter, parce que c'est une question pour la Cité de la Voile par rapport au bateau, ici par rapport à l'avion, c'est quel langage technique, quelle architecture vous faites par rapport à des objets de technologie de pureté absolue, comme un A380 ou comme un bateau de course. Quand vous avez des bateaux de course là, devant Tabarly, vous vous posez la question. Donc ça, c'est aussi un grand sujet technique, mais c'est assez long d'en discuter, mais c'est un sujet intéressant de garder, disons un mot, de garder là aussi sa légitimité d'actualité, pérennité architecturale, sans essayer de copier l'objet technique qui va au plus près. Voilà. C'est pas un bâtiment, disons, en forme d'avion, ou c'est pas un bâtiment qui ne prend aucun des thèmes, pas de tôle rivetée, etc. Il ne prend rien qui fait un avion. Et pourtant, je pense que les deux marchent bien ensemble. Et là, vous retrouvez un peu toujours ce thème que vous avez vu sur les autres projets. Et ça, c'est la salle de cérémonie, dont la structure est prise. J'aime bien, surtout d'architecture, insister sur le côté que le travail d'un architecte, moi je trouve que l'architecture c'est beaucoup sur la répétition, parce que tout se déforme. Cette structure, en fait, on l'a utilisée pour un entrepôt de tramway à Bordeaux, et puis on la reprend. Évidemment, elle devient complètement différente parce que c'est pas le même contexte, etc. Mais on aime bien là aussi creuser, approfondir les thèmes de projet en projet. Voilà. Une deuxième et dernière partie de cet exposé, maintenant, c'est pour parler un peu de Tours, parce que la Tour est un non-sujet partout dans le monde, sauf en France, et on en parle beaucoup en ce moment. Donc je dis que dans des écoles d'architecture dans le monde ou dans la plupart des grandes villes du monde, parler de Tours, c'est parler de bâtiments ordinaires. En France, comme vous le savez, c'est un grand sujet de débat. Et je vais juste vous dire comment nous, à l'agence, on a pris position là-dessus et pourquoi. Alors, on a pris position là-dessus parce que il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans de ça, je me suis dit, tiens, on va faire comme les chercheurs, on va faire un projet de recherche à l'agence. C'est-à-dire que quand on fait de l'archi, c'est peut-être de la recherche, quand on fait des concours, c'est de la recherche, mais enfin, vous avez quand même, vous avez un client sur le dos, vous avez envie de gagner le concours, enfin, il y a quand même une sorte de pression. Et là, on avait envie de dire, tiens, mais travaillons sur un projet sans client, sans concours, etc. Un sujet dont on se serait c'est ce qu'on a fait, on se serait auto-saisi. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir sur l'idée de bureau, l'espace de travail, puisqu'on avait pas mal réfléchi sur des projets, et dans cette idée de durable, parce que c'était il y a 5-6 ans, on commence à nous dire qu'en raison des normes thermiques, on allait vivre dans des bâtiments avec des murs épais et des petits trous, quoi. C'est-à-dire je voyais l'architecture revenir à un côté troglodytique. Donc, je me dis, c'est pas possible. On va essayer de réfléchir à un bâtiment qui soit super performant, mais qui soit pas dans cette tendance-là. On a commencé à travailler là-dessus, on s'est aperçu qu'il fallait des sous pour tout ça.
Et donc, il fallait un sponsor, finalement, un peu comme tous les chercheurs. Donc, on a cherché des sponsors, c'est des fabricants de mobilier, des entreprises. Bon, finalement, c'est EDF qui a sponsorisé ce projet. Et on s'est lancé dans une aventure un peu nouvelle, c'est-à-dire de créer sans contrainte, comme ça, à l'agence, un bâtiment qui se voulait être une réflexion sur le bâtiment de bureau, concept, comme un concept car, dans une société durable. Et très vite, je me suis dit, mais on va pas se limiter à ce point de vue strictement énergétique, mais on va aborder deux autres thèmes. On va pas dire que le bâtiment performant au niveau thermique, il se contente d'être juste comme avant, mais performant, mais c'est comment on vit à l'intérieur et comment on peut connecter ce bâtiment à la vie publique, comment un bâtiment de bureau peut contribuer à se connecter avec la ville. Et finalement, on est arrivé à ce bâtiment concept qui est un peu comme un concept car, hein, c'est-à-dire que les concept cars, vous les voyez pas rouler dans la rue, mais vous passez de la 4L à la Twingo par un concept car. Donc ça, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, c'est un bâtiment qui aide à faire bouger les lignes et les mentalités. Et donc, on a imaginé un bâtiment dont l'épaisseur était constituée par les bureaux, donc l'enveloppe du bâtiment était constitué un bureau, ça fait 5,40 mètres d'épaisseur à peu près, enfin, ou entre 5 et 6 mètres d'épaisseur. Donc imaginez que les bureaux deviennent la façade, quoi, et à l'intérieur, ça délimitait un grand espace vide, où il y avait un grand jardin traversant ouvert sur la ville, un grand hall ouvert à tous, et où tout ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'usine Air France, tout ce qui n'était pas du bureau proprement dit, mais là qui prenait une ampleur un peu extrême, hein, c'est ce qui rendait le projet radical, salle de réunion, auditorium, restaurant d'entreprise ouvert à tout le monde, etc., et traité un peu comme un grand magasin ouvert à tous. Ce qui fait que vous avez l'intimité de votre bureau, mais quand vous sortez de votre bureau, vous êtes dans un espace extraordinaire. La salle de réunion n'est pas juste un bureau plus grand, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à l'inverse, la salle de réunion peut être prêtée le soir à une association, à la ville. Quand il y a un festival, on peut utiliser les espaces pour des expositions, etc. Il faut savoir qu'un bâtiment de bureau, si vous faites le calcul vous-même, comme je l'ai fait, c'est très facile à faire. Vous regardez 5 jours de la semaine, les horaires, etc. Même en le fermant tard et en l'ouvrant tôt le matin, vous allez arriver à 30%, un petit 30% d'utilisation. Donc là, on est au cœur de questions simples de développement durable. C'est-à-dire que vous immobilisez un bâtiment qui est utilisé 30% du temps. Et j'étais récemment à une conférence où il y avait des chercheurs, ça se passait en Allemagne, qui eux ont vraiment pointé l'occupation des espaces dans le bureau. Et ils sont autour de 7 à 8%. C'est-à-dire qu'en plus, si vous regardez vraiment quand est-ce que l'espace est réellement occupé, vous n'êtes plus qu'à 7 ou 8% du temps. C'est-à-dire que c'est très faiblement occupé. Donc tout ce qui peut permettre, évidemment, de faire qu'on utilise mieux le bâtiment, ça va dans le bon sens. Alors le jardin, vous savez, dans les bâtiments de bureaux, en tout cas en France, en région parisienne, il y a beaucoup de bâtiments avec des grands patios, mais ces patios sont toujours refermés sur eux-mêmes. Donc le soir, quand les bureaux sont fermés, ils ne profitent à personne. Là, ils étaient ouverts au public. On nous demande de mettre des toitures engazonnées aujourd'hui sur à peu près tous les bâtiments. Ben là, ça devenait une terrasse jardin. Le restaurant d'entreprise, avec sa piscine, était ouvert au public, y compris le soir. Et la terrasse engazonnée, qui est utilisée pour des raisons de stockage d'eau pendant la pluie, etc., devenue une sorte de solarium abrité par des panneaux thermiques. Et donc, on a présenté ce projet. EDF était très heureux de cette collaboration, parce qu'en fait, ça donnait une visibilité à toute une série de technologies liées au développement durable, qui sinon n'ont pas beaucoup de réalité. Donc, c'était aussi pour eux une sorte de laboratoire virtuel de recherche. Tout ça a été modélisé sur les ordinateurs d'EDF pour atteindre le fameux facteur 4, c'est-à-dire qu'on a montré qu'on pouvait avoir un bâtiment de bureau largement ouvert, largement transparent, et qui, en théorie, en tout cas d'après l'ordinateur, était à 50 kWh mètre carré an. Ce qui était l'objectif, puisque l'objectif n'était pas du tout de faire un bâtiment énergie positive, c'était de faire un bâtiment très, très économe en consommation d'énergie. Et à partir de là, les gens se sont intéressés à notre idée de recherche, et là c'est Lafarge qui est venu nous trouver, donc Lafarge que vous connaissez aussi, qui ont leur laboratoire à l'île Labo, justement. Lafarge qui est le numéro 1 mondial ou 2 des matériaux, du ciment, etc. Ils nous ont dit, on aimerait faire un projet de recherche avec vous. Et là j'ai dit,
reconsidérons la question de la tour, du gratte-ciel, non pas comme l'expression de la puissance, de la mégalomanie de l'architecte ou du client, etc., mais comme une bonne réponse urbaine, une des bonnes réponses urbaines possibles, parce que là les mots comptent quand on parle de tour, c'est pas de dire que c'est la réponse, mais c'est une des bonnes réponses urbaines possibles, qu'il serait aussi idiot de dire qu'il faut en mettre partout, ça serait aussi idiot de dire qu'il ne faut plus en faire du tout. Donc, pourquoi? Parce que c'est cette idée de densité et de créer des points de densité dans la ville. En fait, quand vous creusez quand même un peu ces histoires, parlons quand même un peu d'énergie, de technique, on s'aperçoit que les déplacements liés entre domicile et travail, c'est des chiffres qui sont souvent beaucoup plus conséquents que tout ce que vous pouvez économiser sur le bâtiment. C'est-à-dire que économiser sur les trajets, c'est-à-dire à un moment donné fabriquer des zones de ville denses, à l'évidence, c'est dès le départ une bonne idée dans cette idée de société durable. Et donc si vous voulez faire de la densité, eh bien une des solutions possibles, c'est de monter. Et donc on a dit on va partir de cette hypothèse de considérer le gratte-ciel comme une solution urbaine et du coup d'essayer de faire un gratte-ciel un peu comme concept office qui soit super performant en termes environnementaux. Et donc là, en travaillant avec notre ingénieur, Jean-Marc Veil, notre ingénieur structure, bon alors, c'était Lafarge le sponsor, dont la structure, elle était en béton. Ça, c'était la donnée de base. Alors on s'est dit, bon, comment on fait pour utiliser moins de béton? Il me dit, ben écoute, mets la structure à l'extérieur, parce qu'évidemment, comme vous le savez, à l'extérieur, c'est là où le contreventement est le plus efficace. Donc vous consommez un peu moins de matière quand le contreventement est pris par l'extérieur, et puis ça dégage les plateaux, parce qu'en théorie, on pourrait imaginer ne plus avoir besoin de noyaux, à part pour les ascenseurs, mais on pourrait imaginer ne plus avoir besoin de noyaux en béton au centre, puisqu'elle fonctionne comme un tube. Et du moment qu'il me disait de mettre la structure à l'extérieur, je me suis dit, bon, on va se servir de la structure, toujours par analogie au projet que vous avez vu, on va se servir de la structure comme cette fameuse ombrière, comme ça, pour protéger les façades sud, qui sont ici, évidemment, et largement ouvrir les façades nord. Et le bureau environnemental avec qui on travaillait nous a dit que par ce dispositif purement passif, purement simple, très très simple, on économisait 30% de l'énergie nécessaire pour le refroidissement. Parce qu'en fait, dans un immeuble vitré, à mi-saison, vous pouvez refroidir d'un côté si vous êtes au nord, refroidir d'un côté si vous êtes au sud, parce que vous avez du soleil, alors que 3 travées plus loin, celui qui est au nord met le chauffage. Donc là, il y a vraiment cette idée, et à partir de là, voilà, alors cette résine de structure, en fait, vient gainer comme ça une tour, je dirais presque classique, et la chose très compliquée, qui ici est habilement réduite à une sorte de petite poutre très fine, comme ça, en fait, la chose très compliquée de ce projet, c'est de faire glisser la nacelle de maintenance, vous voyez, c'est vraiment ça le problème, de faire glisser la nacelle de maintenance entre la structure et la façade. Ce qui donne environ, bon ici c'est un peu plus sur ce projet, mais sur les projets qu'on étudie dans la réalité aujourd'hui, ce qui donne, disons, environ 1,20 m, mais ça c'est 1,20 m d'effort très intense dans la structure, et donc la complexité de cette structure béton est là. Ah ben on va voir un petit, voilà, on va voir le petit fil. Alors en fait, on a trouvé, comme ça, en partant de cette idée de structure et de se protéger du sud, on a trouvé une idée qui finalement est une idée assez singulière. Bon, maintenant qu'on retrouve un peu, ce projet a été fait en 2005, c'est l'idée de tour orientée. C'est-à-dire une tour qui n'est pas identique sur ses 4 faces, mais dont on distingue l'orientation possible. Et les programmes à l'intérieur de la tour sont eux-mêmes orientés. Voilà, là on est côté bureau. Et on avait mis tout ce que vous avez vu dans Concept Office, tous ces espaces collectifs, étaient côté sud, qui
qui est défavorable au bureau, mais qui était bon pour avoir des terrasses, des hôtels, des restaurants, etc. Voire une piscine. Parfait, merci. Et l'idée du couronnement, puisque les tours ont toujours un chapeau comme ça, l'idée du couronnement est faite par ces grandes éoliennes qui concluent le bâtiment. Et donc on est quelque part, on a apporté avec ce projet une contribution à ce que j'appelle moi la troisième génération des tours, puisqu'en fait la première génération des tours naît à Chicago en 1880-90. Ce sont ces grands monuments en pierre, ces grandes tours en pierre qui culminent en 1935 avec le Chrysler Building et l'Empire State Building à New York. Ensuite tout s'arrête, c'est la grande crise, on construit plus rien. Et puis en 1950, par là, aux États-Unis à nouveau, mais avec Mies van der Rohe en premier, apparaît la deuxième génération de tours. La première génération, c'était des espèces de monuments en pierre étirés comme ça assez haut, jusqu'à 400 mètres de haut. Et ensuite apparaît une nouvelle génération qui sont ces objets design en verre, dont Mies van der Rohe est le espèce de fondateur comme ça, qu'on vit encore aujourd'hui, alors en forme de pyramide, de torsade, de spirale, de tout ce que vous voulez, mais qui sont toujours cet objet vitré. Et là, en fait, on propose, on vient il y a d'autres architectes, évidemment, il y a notamment à Singapour, Ken Yang, il y a d'autres architectes qui ont réfléchi sur cette idée de nouvelles tours, mais avec ce projet de Hypergreen, qu'on a appelé Hypergreen, moi je vois ça un peu comme la fusion, si vous voulez, de cette gaine minérale, qui est cette structure, et de la tour vitrée, pour effectivement un travail qui est plus sur le lisse, mais qui est sur l'épaisseur, sur les ombres, etc., et surtout cette idée d'orientation. Alors l'intérêt, c'est que parce que ces structures extérieures qu'on appelle exosquelettes existent pour des tours en métal, là l'intérêt c'est d'avoir, ce qui serait une première mondiale, une structure de cette hauteur, en béton, entièrement préfabriquée, post-contraint. La dimension de la tour nous permet de regrouper, d'avoir les moyens financiers de regrouper des tas d'innovations, soit très simples comme le puits canadien, soit plus sophistiqués comme les panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment, du point de vue énergétique, et deviennent là aussi matière de l'architecture avec des serres tempérées qui servent de jardin. Et l'idée que tout ça fonctionne évidemment, au minimum l'éclairage est restitué et fourni gratuitement par les panneaux photovoltaïques. Ah oui, alors ça a été, je reviens juste en arrière, ça a été présenté en 2005 pour la première fois dans le cadre d'une grande conférence sur l'avenir des métropoles à Shanghai. C'est pour ça que toutes les premières images d'Hypergreen sont implantées à Shanghai. C'est un peu comme si un architecte chinois était débarqué à Paris avec un projet de tour sur le champ de Mars. Moi, quand je suis à Berlin, j'ai dit quand même c'est bizarre de faire un collage. Je me dis non, c'est ce qu'il faut faire. Et effectivement, ils étaient ravis parce après ils nous ont dit il faut en faire une, mais c'est une affaire un peu plus compliquée en Chine. Ça, c'est un autre projet. Juste au passage, parce que cette réflexion sur ce travail qu'on a fait avec Lafarge, ça c'est un autre travail qu'on a fait avec Lafarge sur un concours pour une grande gare en Chine à nouveau, où on a unifié un centre commercial, des bâtiments de bureaux et une grande gare sous exactement la même stratégie, le même dispositif constructif qu'Hypergreen. Mais j'accélère un peu, je passe pour vous montrer. Alors oui, une fois qu'on a fait un projet concept, on est un peu, c'est bien parce qu'on a eu beaucoup de publicité avec Hypergreen, mais on se dit à un moment donné, ça serait bien de le faire. Mais grâce à ce projet prototype, on a été invité à un grand concours, bon qu'on on n'a pas gagné, mais on a terminé deuxième quand même. C'est Morphosis qui a gagné pour un concours à la Défense où on a mis en application dans un cadre supposé réel, en tout cas qui pouvait être réel. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que je crois que ce qui est très important, qui est extrêmement important pour une tour aujourd'hui, et pour une tour en France particulièrement, c'est le rapport au sol. C'est pas ce qui se passe en haut, c'est pas sa hauteur, c'est vraiment ce qui se passe en bas. Et pourquoi en France? Parce que, moi je connais le cas de Paris un peu mieux, mais c'est qu'à Paris, par exemple, toutes les tours qui ont été construites l'ont été dans les années 70,
et on a l'effet de la tour et de la dalle piétonne. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous discutez, maintenant assez souvent j'ai participé à des débats, etc. sur les tours, quand vous discutez avec les habitants qui rejettent généralement les tours, parce que si vous connaissez Paris, il y en a dans le quartier d'Italie, il y a tout le quartier Galaxie qui est sur une dalle, il y a Beaugrenelle qui est sur une dalle, il y a la Défense qui est sur une dalle. Et même la tour Montparnasse qui est pas sur une dalle, on a l'impression qu'elle est sur une dalle, parce qu'elle est sur un grand parvis comme ça. C'est-à-dire que toutes ces tours qui ont été construites dans les années 70 en France, c'est pareil à Bordeaux avec Mériadec, sont coupées de l'espace public. Et c'est plus ça qui blesse les gens, et qui font que les gens disent plus jamais ça, que le fait de la hauteur. Donc, il est extrêmement important que les nouvelles tours qu'on concentre le travail déjà sur ce qui se passe au contact de l'espace public. Alors là, on est à la Défense, on a la Grande Arche est juste à gauche ici, et donc ce qu'on a fait même à la Défense sur la dalle, c'est une tour qui va faire 300 mètres de haut, et donc on a dit, eh bien, il faut que la tour la plus haute de la Défense soit aussi la plus légère sur le site, et qu'on arrête de fortifier la Défense comme ça, d'en faire une forteresse, une cité fermée. Et donc on a pris cette tour on l'a soulevée de 30 mètres, on a travaillé avec le même ingénieur qu'on a travaillé pour Hypergreen, et ce qui a présenté donc plusieurs avantages, notamment au niveau sécurité, c'est-à-dire qu'on a un hall déporté ici, donc on peut mettre des tas de boutiques et des tas de restaurants, mais pour des raisons de sécurité évidentes que je vous explique pas, c'était bien qu'ils soient pas exactement sous la tour. Donc là on a un espace qui est relativement libre d'accès, et ensuite il y a un deuxième contrôle qui vous fait accéder au hall proprement dit des bureaux, et qui est donc suspendu en lanterne comme ça sous la tour. Et ça permettait, là on est côté Courbevoie, qui est la commune qui est de l'autre côté de la Défense, ça permettait de mettre en relation Courbevoie avec le CNIT, alors que vous imaginez que le projet, notamment le projet qui est choisi, qui a d'autres qualités, mais qui ferme complètement ça, va continuer à créer cette barrière qui est entre la Défense et le reste de la ville. Là, il y avait cette idée de, voilà, vous voyez le système, de soulever tout ça. Et à l'intérieur, cette réflexion, donc sur cette résie porteuse, qui nous permettait d'avoir zéro poteau jusqu'au noyau, et quelque chose qui est là aussi petit truc technique mais important, c'est qu'un plancher sur deux est suspendu à l'autre, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des doubles hauteurs où on voulait, et même plus tard dans le temps, soit pour créer par exemple un hall d'hôtel, soit pour créer des salles de marché. Et donc il y a une flexibilité, grâce à cette structure extérieure, il y a une flexibilité aussi dans l'aménagement structurel ou l'évolution du bâtiment dans le temps. Et je vais terminer par une petite réflexion sur les tours à Paris, dont on parle beaucoup à Paris, peut-être que vous en entendez moins parler ici, mais comme vous le savez, c'est les municipales, on en parle beaucoup à Paris. On a été interrogé, nous, l'agence, dans le cadre d'un atelier qui a été lancé par la mairie de Paris, qui s'est appelé le Workshop Auteur, où sur 3 sites, 12 agences d'architectes, un peu françaises, un peu européennes, 4 agences par site, le maire nous a demandé de réfléchir à des propositions de hauteur. Bon, on a réfléchi, puis finalement c'est sorti dans la presse, mais il n'y a même pas eu d'exposition, etc. C'est un sujet hyper sensible. C'est sorti dans la presse, mais il n'y a même pas eu vraiment d'événements là-dessus. Et c'est dans ce cadre, ça correspond, la réflexion qu'on a faite, à une réflexion que j'ai sur Paris. Bon, d'abord, qu'on appelle ça le Grand Paris ou Paris Métropole, etc. Pour tous ceux qui connaissent Paris, on est tous convaincus que voilà, les limites administratives de Paris, c'est ici, la petite couronne, c'est là, et ça, c'est le réseau de métro, par exemple, et de RER. Enfin, qui s'arrête, il est mal fait ce dessin. Le RER continue, ça c'est le métro, le RER continue au-delà. Donc déjà, il y a une première évidence, c'est de dire que cette ville, qui tous les X années depuis Philippe Auguste, c'est sans cesse, il y a tous les tracés là, mais je les connais pas par cœur, hein, les boulevards, etc. L'enseigne de Philippe Auguste au début s'est agrandie, a été bloquée depuis un siècle maintenant, et qu'il manque une couche. Là, ça ajoute 1 600 000 habitants, si on ajoute ça, mais ça débloquerait la situation. Et donc l'idée, c'est que, comme je vous ai dit que la tour était une question urbaine, mon attitude, disons, sur la tour à Paris, c'est que c'est la tour, justement, de ce Paris métropole. C'est-à-dire que Paris est saturé, le Paris dans le périphérique est saturé de monuments. Et il y a une dimension dont j'ai pas parlé de la tour, c'est quand même la dimension de repère urbain.
d'attractions comme ça. Donc Paris intramuros est saturé de monuments, est extrêmement dense, alors que la périphérie, je sais pas si j'ai... Voilà la densité. Voilà, Paris c'est ici. Voilà, c'est à l'échelle, hein. C'est Barcelone, Londres, vous voyez, 5 fois moins que Paris. Ah bon, on voit pas ce que c'est là-haut. Mais ça c'est New York, 2 fois moins que Paris. Et Berlin, n'en parlons pas. 20 000 habitants au kilomètre carré à Paris, hein, c'est 100 kilomètres carrés en comptant les bois de Vincennes et de Boulogne, c'est 84 kilomètres carrés si vous enlevez les bois, et environ 2 millions d'habitants. C'est des densités que vous ne trouvez qu'à Hong Kong dans le monde. Et il y a certains arrondissements de Paris qui montent à 40 000 habitants au kilomètre carré. Donc l'histoire de la densité à Paris, elle est là déjà. Et puis, comme je vous le disais, il y a tous ces monuments, etc. Donc c'est peut-être pas la peine de faire des tours vraiment à Paris. Par contre, le long du périphérique et sur la petite couronne, là on a une chute de densité, je dirais, on a le métro et on a un déficit de symboles. Et donc l'idée c'est d'aborder ces problèmes de front, de dire bon, on fait des points de densité pour que les gens aillent moins loin, pour qu'on puisse avoir des résidences d'étudiants, pour qu'on puisse avoir des logements mixtes, des immeubles mixtes, etc. Et en même temps on donne à Montreuil, à Montrouge, à Saint-Denis, on donne des images qui se repèrent un peu dans la ville, parce que quand vous faites le tour du périphérique, quand vous regardez côté intérieur, ben vous voyez Montmartre, vous voyez Notre-Dame, etc. Et quand vous regardez le côté extérieur, vous voyez une espèce de morne uniformité, et les gens ne peuvent pas se dire, tiens, moi j'habite là, etc. On leur donne pas de... Là, c'est vraiment l'idée de créer les cartes postales pour demain. Alors ça, c'est une commande qu'on a, j'espère que ça va se faire, ça dépend beaucoup d'enquêtes publiques et de règlements d'urbanisme. C'est dans le centre d'ici, les Moulineaux, entre 2 stations de métro, on n'a presque pas besoin on pourrait ne pas faire de parking, si c'était pas obligatoire dans le règlement, on pourrait ne pas faire de parking. Il y a un grand îlot aujourd'hui qui est occupé par 50 000 mètres carrés de bureaux, 2 hectares, ils sont entièrement fermés au public. Donc vous avez en plein centre-ville un îlot entier qui le soir est mort, le week-end est mort, etc. Et l'idée du maire, quand il a vu Peregrine, c'est de dire on va reloger ces 50 000 mètres carrés de bureaux dans une tour de type Hypergreen, que vous voyez là, qui va faire 130 mètres de haut. Le dôme des Invalides, la croix du dôme des Invalides à Paris est à 107 mètres. Donc 130 mètres de haut, c'est pas des hauteurs extravagantes, c'est une hauteur assez raisonnable pour à la fois pour le skyline parisien et pour une espèce d'optimum aussi constructif et économique. Donc on va reloger l'activité parce qu'un maire ne veut pas que l'activité parte. Donc il garde l'activité, mais il libère 2 hectares. Et donc sur ces 2 hectares, on crée un parc, un paysage, enfin, un jardin public de près d'1 hectare, un centre commercial de proximité et une salle de spectacle municipale de 1000 places. Donc ça, c'est vraiment une illustration très concrète. Donc c'est pas l'idée de dire on fait un quartier de Tours, c'est vraiment une idée d'acupuncture, comme ça, de dire à cet endroit-là, une tour peut enrichir une situation urbaine. Et comme l'idée, je vous le disais, c'est le pied de Tours, on a travaillé sur l'idée que cette structure, qui a été calculée très précisément, puisqu'on est en avant-projet sommaire sur ce bâtiment, se termine tout simplement sur le sol pour devenir des arcades et un portique sur un hall qui, je l'espère, va être largement ouvert au public. Mais là, c'est une autre chose, on va pas s'ennuyer avec ça ce soir, c'est les règlements pompiers, les ERP, etc. C'est-à-dire que en France aussi, les idées généreuses urbaines se heurtent parfois à un bête article de l'article d'incendie qui vous dit vous n'avez pas le droit de faire librement circuler le public là-dedans, etc. Mais bon, tout ça, ça se discute et on pense qu'on va s'il y a la volonté, et notamment la volonté politique, ça peut débloquer pas mal de choses. Et donc il y a cette idée que cette structure, ça me plaît aussi, on pourra la toucher comme ça de près et entrer là-dedans. Et là, on a une structure en béton normal, parce que Hypergreen, c'était en ductal, un super béton, mais très cher. Ça, c'est en béton normal, d'ouvrage d'art, et le remplissage est fait avec des lames au sud, exactement comme la cité de la Voile-Tabarly, avec des lames soit solaires, soit normales, pour voir jusqu'au bout. Si vous voulez, vous pouvez commencer comme ça, et si dans 5 ans, le prix du pétrole a doublé, ben vous changez ces panneaux, vous rajoutez des panneaux photovoltaïques. Ça aussi, c'est un sujet très important, d'où l'histoire de la nacelle, parce que la nacelle, elle ne sert pas qu'à nettoyer des vitres dans ces projets, elle sert aussi à faire monter les dispositifs que vous accrochez à la structure, si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans.
un petit film très court sur un autre projet sur le périphérique à Clichy. C'était juste pour vous montrer, voilà, pour vous transporter dans l'ambiance du périphérique parisien et de voir, à mon avis, que là aussi, pareil, un objet de 140 mètres de haut, je crois, bien en communication avec l'espace public, est évidemment à l'échelle du périphérique parisien et marque, voilà, là c'est une porte, on est côté Clichy, c'est une porte pour l'instant un peu sans qualité qui passe complètement inaperçue, et donc là c'est l'idée d'une tour orientée, voilà, là on est évidemment face au sud, ça c'est le côté nord, et qui peut devenir comme ça, à la fois, comme je le disais, un point de densité, moins de transport, et un point de repère. Ça, c'est un projet c'est une faisabilité qui n'a pas de suite. C'était une proposition, justement, pour essayer de faire bouger les choses. Et je terminerai, voilà, les dernières images. C'est donc ce qu'on a proposé dans le cadre de Paris, du workshop Paris Auteur. Nous, on a travaillé sur ce site qui est dit Masséna. C'est l'Est parisien. Ici, vous avez Bercy. Notre-Dame est là-bas. Et donc, on travaille ici au bout d'un quartier. Là, c'est l'avenue de France. Ça, c'est la Bibliothèque de France. Et ça, c'est tout le quartier neuf que vous connaissez peut-être de la ZAC Paris Rive-Gauche. Et donc, on a proposé de créer celle-là finalement on l'a supprimée dans le schéma final. On a proposé de créer 3 tours, une côté Évry, toujours dans mon idée de dire on n'est pas aux limites de Paris. Ça, c'est important parce que beaucoup d'équipes ont abordé ça en disant tiens, on met des tours parce que le périphérique, c'est les limites de Paris. Non, il suffit de regarder via Google, c'est ce que je disais tout à l'heure, et vous voyez qu'en fait, vous êtes au centre. Vous êtes dans l'hypercentre d'une agglomération de 10 millions ou 12 millions d'habitants, je ne sais pas, mais vous êtes vraiment dans le centre. Donc mon idée est de dire non, pour bien marquer qu'on n'est pas à la limite de quelque chose, on va d'emblée proposer d'en construire une chez le voisin, de façon à ce que le boulevard périphérique, qui sur cette image est là, son échelle soit en quelque sorte l'atmosphère du périphérique soit rendue plus petite par la taille des objets qui sont de part et d'autre. Et c'est l'idée aussi de réunir, de donner les mêmes qualités de part et d'autre du périphérique et de commencer à faire ce que je disais tout à l'heure, de réunir ces communes limitrophes avec le centre de Paris. Et là, vous voyez, on a travaillé, donc je fais même pas le commentaire, vous voyez, on a travaillé toujours sur cette histoire de résille climatique qui en même temps donne un lourd. Cette couleur bronze avec des éclats dorés dans Paris, c'est vrai que les choses qui dépassent comme le dôme des Invalides, enfin, beaucoup d'accents verticaux dans Paris ont ces éclats dorés et ça c'est beau le soir ou le matin parce que ça accroche la lumière du soleil et ça brille. Et là c'était de dire à l'est de Paris comme ça, on accroche, les objets verticaux continuent à produire des éclats dorés. Il y a aussi les couleurs un peu chaudes de la Bibliothèque de France qui sont pas loin. Donc ça, c'est à la fois un thème qu'on aime bien mais qui ici se justifiait. Voilà l'idée aussi d'une mixité totale. Bon, ça fait peur à tous les investisseurs et promoteurs en France, mais c'est un thème qui est très courant à l'étranger. C'est-à-dire qu'on avait prévu ici un équipement public, des magasins, etc. Là, des bureaux et au-dessus des logements. Alors à l'évidence, parce que du coup, c'est plus facile de protéger les bureaux du bruit du périphérique, etc. Et les logements commencent avec la belle vue en hauteur. Voilà, c'est-à-dire là c'était les logements, avec éventuellement un équipement sportif au-dessus. Et quand vous êtes dans la rue, c'est comme à New York, hein, vous avez une adresse, une porte, vous ne savez pas si l'immeuble est haut, bas. Vous avez exactement la même simplicité d'accès à rez-de-chaussée pour cet immeuble que pour celui-ci. Alors un dernier mot sur cette histoire de tour aussi, c'est-à-dire être bien conscient que le nombre des mètres carrés dans cette zone, mais comme dans toutes les ZAC de France, je pense, ou ZAC ou assimilés, c'est pas l'architecte ou le promoteur qui fixe, à ce que je sache en tout cas, le nombre des mètres carrés à construire.
c'est juste une façon de les construire. C'est-à-dire ici, je sais plus combien il y a à construire. Je sais pas, en tout sur ce quartier, là, il reste à construire peut-être, je dirais, 300 000 mètres carrés, je sais pas, environ. Mais ça, c'est fixé, ça, c'est une décision politique au sens de gestion de la ville. Ça, c'est une décision, il y a besoin de tant de logements, de bureaux, etc. Donc, l'attaque de certains, je me défends par avance, parce que j'ai déjà entendu on entend beaucoup cette question de dire, ah mais, on va monter en hauteur pour en faire plus. Non, c'est pas ça du tout. Vous n'avez pas le droit d'en faire plus. De toute façon, on fera, si c'est 300 000 mètres carrés, ce quartier aura 300 000 mètres carrés. C'est comment on les fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue le plafond parisien, qui en l'occurrence à Paris c'est 37 mètres, c'est-à-dire qu'on tartine vraiment tout de logement et on prolonge ad nauseum cette rue corridor, etc. Ou est-ce qu'on se dit, on essaye de proposer autre chose, de traiter aussi la question de la commune d'à côté, de la commune limitrophe, d'ouvrir sur le ciel et de proposer quelque chose. Il faut savoir que ce qui reste de disponible à Paris sur le périphérique, c'est 5% du territoire de ces 100 km² parisiens. Donc au pire, même si on faisait des tours partout, ça ne concernerait que 5% des 100 km². C'est-à-dire qu'on est de toute façon, on est dans quelque chose, c'est le cas de le dire, d'assez marginal, mais que nous, on a voulu associer de toute façon à ce qui se passait de l'autre côté. Mais en tout cas, c'est pas de construire plus, c'est de construire autrement. Donc là, on a 2 tours de 120 mètres, une tour de 150, avec une qui a une position évidemment privilégiée. Vous voyez la bibliothèque de France ici, parce que si un jour quelqu'un peut construire, c'est pas gagné, mais si un jour quelqu'un peut construire une tour là, ça permettrait effectivement d'ajouter un objet à ce cortège d'objets remarquables qu'il y a le long de la Seine, et ça serait assez idéal pour mélanger donc bureau-logement. Alors pourquoi on veut mélanger bureau-logement? Parce que les bureaux, dans un climat tempéré, consomment surtout du froid 9 mois par an, et les logements consomment du chaud 9 mois par an. Donc, on est en train de travailler sur notre projet, là aussi bien concret, de mixité, parce qu'on a trouvé quand même quelqu'un qui voulait bien faire ça, et on s'aperçoit qu'on peut presque arriver à un fonctionnement énergie zéro au printemps et à l'automne. Si on a, disons, 50-50 logements bureaux, c'est-à-dire que la chaleur produite par l'un compense le froid produit par l'autre, etc. Donc, puis la mixité, c'est moins de parking, puisque vous pouvez utiliser les parkings 2 fois dans la journée. Alors pas complètement, c'est pas 1 + 1 = 1, mais à Issy-les-Moulineaux, on a regardé, pour les Mexito, on arrive à avoir un abattement d'1 tiers des parkings en faisant un croisement. Et c'est surtout plus de moyens pour les logements. C'est-à-dire qu'un bâtiment de bureau, vous regardez, un siège social, il a un jardin nickel, le jardinier est payé, etc. Mais là aussi, à 6 heures du soir, ça profite à personne. Dans les résidences de logement, il y a généralement pas de jardinier. Donc si vous mettez les moyens du bureau avec ceux du logement, ça veut dire que le jardin qui de toute façon, je dirais là, est offert par le bureau, il profite au logement. Et puis c'est l'idée aussi qu'il y ait des services dans ces logements, parce que de dire si on fait des grands immeubles de logement comme ça serait bien qu'il y ait des services pour qu'il y ait une vraie vie collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les logements. Et puis ça permettrait pour ceux qui veulent ou qui peuvent d'avoir enfin aussi une vue un peu des balcons un peu haut sur la vue, parce que c'est aussi un élément important. Voilà, c'était la dernière image. Merci.